ce Rex, déjà on remercie beaucoup Mathieu Dupuis de Bouygues Télécom. L'historique, c'est le groupe Accor en fait qui réfléchissait pas mal à ces sujets de voice to voice, hein, et qui nous a demandé s'il y avait des membres qui étaient soit chercheurs, soit entreprises qui étaient avancés sur le sujet. Donc on a fait un petit tour. Il y a un ou deux chercheurs qui bossent dessus, mais bon, qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'en discutant avec Mathieu, on s'est rendu compte qu'eux, ils faisaient pas mal de choses à la fois. En interne, mais aussi en travaillant avec des partenaires. Donc, on s'est dit que c'était super intéressant d'avoir le feedback de Mathieu sur ce qu'ils font, pourquoi ils font certains choix plutôt que d'autres. Et voilà, et comment c'est utilisé de façon très concrète. Donc, Très bien. merci à toi. Avec plaisir. Donc, oui, Mathieu Dupuis, je suis Bouygues Télécom, je suis à la DSI de Bouygues Télécom. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais de l'intelligence artificielle, pour des plateformes de relations clients, de chatbot, mais aussi des algos divers et variés, détection de fraude, etc. Et évidemment, j'ai vu l'arrivée de l'IA générative. Et je vais essayer de vous partager un petit peu ce qu'on a fait sur l'IA audio. Alors, d'abord, une petite aparté sur la Bbox Pro, qui est une offre de box Internet qu'on a pour les professionnels. Euh, Pardon. Donc là-dessus, c'est sorti un petit peu dans la presse, on a un peu les communiqués. Donc il y a Stéphanie Delestre qui est la CEO de Volubil qui a communiqué et des Bouygues Télécom aussi. On a intégré une solution de voice to voice dans la Bbox Pro pour faire un agent vocal. En gros, une sorte de répondeur intelligent qu'on peut avoir sur leur ligne fixe et qui va permettre, plutôt que de tomber sur une boîte vocale classique, d'avoir un répondeur qui va pouvoir prendre des appels, avoir accès à un RAG ou un système d'API pour répondre à différentes questions, éventuellement être connecté à des gestions de rendez-vous par des tools, etc., pour pouvoir faire un petit peu un standard intelligent. Je peux passer. Comment ça marche, Volubile? C'est une plateforme qui est avec des architectures classiques, qu'on appelle parfois des architectures chaînées. Chacune de leurs slides qui est sur leur site en termes d'architecture. C'est du assez classique, hein, donc il y a de la voix, alors ils utilisent des briques comme Eloquent ou d'autres, ou optionnellement du SIP trunk donc pour s'interfacer directement au niveau téléphonique. Donc ils récupèrent l'appel, il y a un text-to-speech, à part vers un LLM qui a de l'agentique, du RAG, des tools, etc. Ça repart en speech-to-text et ça, l'audio repart. C'est-à-dire que là, ça fait un moment que ça existe, ça marche relativement bien. Par contre, c'est pas natif en termes d'audio. C'est-à-dire que le text-to-speech, il n'est pas forcément très intelligent, il comprend pas absolument tout le contexte, il sait pas non plus réagir en général aux émotions, aux débit de parole, etc. Que si une personne est paniquée, en colère, etc., le speech to text, il va complètement écraser ça. Assez souvent, en retour aussi, ce qu'on va retrouver, c'est que l'IA, quand elle va s'exprimer, à moins que ce soit vraiment très bien fait, elle va perdre un petit peu l'intonation, c'est-à-dire que quelque chose d'une surprise, d'une déception, etc., sera pas remis dans la voix en retour. On peut le faire avec des tags que l'IA peut mettre pour que le text-to-speech fonctionne, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, je vais pas beaucoup plus m'étendre sur la Bbox Pro. C'est une belle offre, mais ça reste de l'architecture classique. On n'est pas sur de l'IA dite audio native. Après, c'était un communiqué, ça remonte un petit peu. C'était au début passé un petit peu sous les radars. OpenAI, c'était fin 2024. Moi, je me rappelle, on avait eu des échanges avec OpenAI, c'était novembre-décembre chez nous, avec des premières démos. Ils ont sorti ce qu'ils appellent la Real-Time API. OpenAI avait été les premiers à sortir le modèle audio natif, c'est-à-dire un modèle qui va directement être en capacité de comprendre l'audio, sans passer par une brique qui va faire du speech to text, directement capable de synthétiser la parole sans passer par une brique de synthèse vocale. Comment ça marche chez Model? Il faut bien l'avoir en tête parce qu'il y a une petite fin que assez peu de gens ont en tête. Donc on récupère l'audio. Elle est streamée, donc le stream en termes de protocole, souvent les éditeurs ont réinventé des protocoles au-dessus des WebSockets. Donc on n'est pas sur des choses comme les chat completion avec des questions-réponses avec de l'HTTP, on est plus sur un flux continu d'octets, ce qui est assez naturel pour de la voix et une conversation continue.
Et donc, ça va être envoyé d'un côté au modèle audio natif. Et ce modèle audio natif, en sortie, il va sortir lui-même deux choses naturellement, qui est l'audio en sortie, sur lequel il va vocaliser, répondre, etc. Et il va également sortir le texte qui correspond à ce qu'il dit. Donc là, évidemment, les deux choses qui sortent sont absolument cohérentes, c'est-à-dire que le texte correspond bien au son. Par contre, ce qu'on n'a pas naturellement dans le sujet sans activer certaines options, c'est ce qui a été dit en entrée. C'est-à-dire que le modèle a directement compris la voix, il n'est pas passé par une brique de compréhension de speech to text. Et donc, il n'y a pas besoin du texte, c'est comme un humain en fait, on n'a pas besoin que. Enfin, si on est fluent, on lit pas les sous-titres en fait, on comprend directement l'audio. Donc en fait, il y a une espèce de Y qui est fait en interne chez et c'est pareil sur Gemini et sur OpenAI, avec un speech to text qui tourne en tâche de fond et qui va vous retourner le texte d'entrée. Mais en fait, ce texte d'entrée, et là tu peux passer, Isabelle, s'il te plaît, c'est pas forcément le même. C'est pas le même parce que c'est bien une chaîne qui est un Y. Alors je vous fais un petit exemple. Ici, quelqu'un qui dit il achète du pain, l'IA va comprendre et naturellement va générer une réponse. Est-ce qu'il peut prendre aussi des croissants? Très bien, donc on a le son et l'audio. Seulement, ce que nous répond le modèle à côté, c'est qu'il a compris, il arrête le train. Phonétiquement, on n'est pas très loin, il a fait une erreur de compréhension. Mais si on va processer ça derrière, ça peut être un petit peu compliqué. Si on reprend une architecture classique, cette erreur, où est-ce qu'elle va mener? Là, on va être cohérent de bout en bout. C'est-à-dire que très vite, là, le speech to text va mal comprendre. Le LLM va répondre par rapport à ce qu'on prie quelque chose qui n'a rien à voir, mais l'erreur, elle est cohérente et on la maîtrise. Et ça, il faut bien l'avoir en tête parce que c'est des choses qui sont assez différentes entre ces architectures chaînées et les LLM. Et le texte audio d'entrée, souvent on en a besoin parce que c'est lui qui va permettre a posteriori de résumer, d'avoir peut-être des guardrails, d'avoir ce genre de choses. Et très franchement, on observe régulièrement, dès que l'audio est un petit peu dégradé, surtout au téléphone avec du bruit, etc., des différences qui sont plus que sensibles entre ce que l'LM a effectivement compris et sur lequel sa réponse, CF, les croissants, etc., est en phase avec ce qui a été dit, et le texte qui est récupéré derrière. Et ça amène pas mal de dysfonctionnements. Il y a un autre sujet aussi, c'est que ces LLM, ils ont quelque chose, une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est qu'ils peuvent être interrompus. En effet, une IA classique, là, je vous ai mis, voilà, on est sur un problème peut-être, voilà, pour solutionner votre problème, blablabla, faites ceci, cela. Si c'est pas ce qui nous convient, c'est toujours un peu ennuyeux d'avoir une IA qui raconte sa vie, il faut l'écouter, etc. Parfois, on a envie de l'interrompre et de dire non, non, c'est pas ce que je fais. Si on fait ça avec des modèles chaînés, des architectures chaînées, c'est assez difficile de gérer l'interruption. On peut le faire, mais ça demande des architectures relativement compliquées. Il faut détecter qu'on redevient actif, couper le flux de la réponse précédente pour réamorcer un nouveau contexte. Là, c'est des modèles qui le font nativement. Quand on fait ça en labo, dans une interface, dans une ambiance calme, avec un audio de bonne qualité, sans avoir de gens qui parlent derrière, ça marche relativement bien. C'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on peut avoir une conversation qui est naturelle. Ceci dit, il y a déjà un premier problème, c'est que c'est pas parce que quelqu'un parle que c'est une interruption. Si quelqu'un me dit ah oui, oui, d'accord quand je parle, c'est au contraire quelque chose qui m'encourage à continuer, c'est pas une interruption. Par contre, s'il me dit attends, il y a un truc que j'ai pas compris, là c'est une interruption. Donc en fait, le fait que quelqu'un parle en soi n'est pas une interruption du dialogue. Ça peut être en effet un acquiescement, une confirmation, ce genre de choses. Et donc, dans le premier plan, on va avoir un premier problème que, bon, Google avait communiqué sur le fait qu'il le traitait, etc. Et c'est amélioré, mais on n'y est pas encore complètement. C'est-à-dire qu'en effet, entre le OK, le et le ouais, mais ça marche pas en fait ton truc, il va pas forcément déjà être vraiment capable de comprendre ce qu'est une interruption ou pas. Donc il va parfois s'interrompre à tort. Et puis après, on a un autre problème, c'est tout l'arrière-plan. Alors, l'arrière-plan, c'est France Info qui raconte un truc, c'est le collègue un peu pénible qui fait sa conf call dans l'open space en parlant hyper fort, c'est l'annonce de la SNCF, etc. C'est la machine à café derrière avec des gens qui conversent. Et en fait, ces voix, elles vont être captées par les systèmes audio.
Vous le savez tous, quand on fait des réunions, des Zooms, des Teams, etc., ça va assez vite d'avoir quelqu'un qui parle derrière qu'on entend assez fort. C'est assez variable par rapport à la qualité des systèmes audio qui sont devant. Si quelqu'un a un casque assez performant avec plusieurs micros, qui est capable de lui-même de faire de l'annulation de bruit ou un système de diminution du bruit, ça va bien marcher. S'il a un casque un peu cheap ou un téléphone pas de très bonne qualité, on va beaucoup plus entendre l'audio d'arrière-plan. Et les modèles, en fait, ils ont du mal à parfois comprendre ce qui est une voix derrière de la voix principale. Pareil, ils ont affirmé que maintenant les modèles étaient plus aptes à reconnaître le timbre de la voix, à faire la différence entre les voix d'arrière-plan et d'avant-plan. C'est pas complètement vrai. Et donc, on arrive à quoi? On arrive à un phénomène où une feature qui est normalement pratique devient souvent pénible dans le concret parce que le modèle va s'interrompre, prendre quelque chose qui est hors contexte, que quelqu'un a dit derrière ou ce genre de choses, rebondir dessus et complètement disrupter la conversation. Ce qui fait que nous, dans nos tests qu'on a eu plus ou moins à l'échelle ou dans des proches de la production, ou même parfois vraiment en pilote dans des contextes de prod, on a été obligé de désactiver cette fonction d'interruption parce qu'elle générait plus de problèmes qu'elle n'apportait de confort. On pense que ça va se solutionner et que, je te dirais qu'on passait. On pense que ça va se solutionner et qui vont apporter des améliorations. Curieusement, en fait, et OpenAI et Gemini n'ont plus fait évoluer leur modèle audio natif depuis un bon paquet de mois. On sait que le modèle Gemini 3 va sortir là, il est plus ou moins en preview sur Dialogflow, etc. Mais il n'est pas encore vraiment sorti. On attend des améliorations, mais ce sujet reste problématique. Alors, on dit souvent, OK, mais mets une réduction de bruit. Mais le problème, c'est pas le bruit, c'est la voix. Alors, que fait une réduction de bruit en plus, que ce soit fait par de l'IA ou du traitement de spectre, c'est grosso modo, elle va essayer d'identifier ce qu'est la voix et de promouvoir un petit peu en remontant le son, si je schématise, et d'essayer de baisser le bruit du marteau-piqueur, du machin, de la ventilation ou autre. Ok, donc on se retrouve avec quoi? On se retrouve que la voix d'arrière-plan, elle se retrouve encore plus promue parce que la brique de détection enfin, de détection de diminution du bruit, elle va avoir tendance à se rendre compte que c'est une voix et à la promouvoir et à augmenter le son de cette voix qui est gênante pour encore plus créer du problème. Donc ça, c'est vraiment pareil, un problème qu'il faut avoir en tête. Tu peux passer, merci Isabelle. Alors si on compare un petit peu les modèles dits classiques, les élèves classiques, avec les modèles audio, voilà ce que moi, j'en retire des tests qu'on a fait. Alors, tout ça, c'est assez subjectif. Si on regarde l'habilité à comprendre entre un modèle chaîné classique avec du speech-to-text et un LLM, il comprend quand même beaucoup mieux la conversation. Il n'y a aucun doute, même dans des cas bruités, il est capable de beaucoup mieux suivre une conversation. On voit qu'il a compris ce qui a été dit, même si le speech-to-text a fait une erreur. La la vraie différence, c'est la compréhension des intonations et des émotions. Naturellement, avec un modèle audio, on peut lui dire dans un prompt, si la personne est paniquée, traite comme ça. Si on te dit que, par exemple, si tu te rends compte que c'est une personne âgée, parle plus lentement. Euh, si c'est quelqu'un, par exemple, qui a un accent étranger, pareil, fait des efforts pour mieux articuler, ce genre de choses, il va le détecter complètement naturellement. Et ça, c'est une énorme évolution. Euh, on le sait, les plateformes souvent d'appel de services d'urgence, des assurances, des services publics, etc., intègrent la détection de la panique, des intonations un peu apeurées, ce genre de choses. Là, directement, les modèles alternatifs vont être capables de le gérer. Intonation naturelle en sortie. Alors, avec les chaînes classiques. On peut arriver à le faire si on intègre bien les synthèses vocales. Je crois que ça s'appelle des tags SSM. Donc on peut mettre des tags dedans qui disent euh, intonation interrogative, affirmative, changer un peu le débit de parole en disant parle 1,1 fois plus vite que la vitesse normale ou 0,9 fois, ce genre de choses. C'est compliqué parce qu'en fait, il faut expliquer au LLM qu'il faut que dans sa génération, il intègre des tags SSM pour que la synthèse vocale puisse prendre ça en compte. Ça marche plus ou moins bien. Euh, Par contre, le modèle audio natif, lui, va le faire naturellement. On le voit parfois, on branche un rack dessus, on lui pose une question, il dit, ah,
Désolé, j'ai pas trouvé la réponse. C'est une voix qui est vraiment une voix issue. Quand il pose une question, on a bien l'intonation interrogative. Si c'est une blague, il va avoir une voix un peu enjouée, rigolote, etc. Donc ça va apporter vraiment une dimension de naturel à la conversation qui est beaucoup plus présente. Les capacités multilingues, c'est très au-dessus. Le modèle, alors pour les langues qui parlent, hein, aujourd'hui les modèles audio natifs ne parlent pas les langues peu connues, mais les langues principales, dont le français, sont très bien gérées. Il est capable très naturellement de détecter dans quelle langue on parle. Vous verrez tout à l'heure le répondeur intelligent. On a un collègue qui est d'origine espagnole. Sa grand-mère l'a appelé un jour, elle est tombée sur le répondeur en parlant en espagnol, parce qu'ils parlent en espagnol entre eux, directement, c'est parti en espagnol sans aucun problème. On peut changer de langue au milieu. Assez naturellement, le modèle va se rendre compte qu'on a changé de langue et basculer dans l'autre langue. Avec des chaînes classiques, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut avoir des briques qui, au début, vont essayer de comprendre dans quel langage on se situe pour avoir le bon speech-to-text, ou avoir des speech-to-text multilingues qui marchent encore moins bien que les autres, etc. Là, ça, c'est une grosse avancée. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça va moins traiter les langues dites rares. Aujourd'hui, on trouve des textes-to-speech sur des langues pas très parlées. Les grands LLM audio ne parlent que les 4 ou 5 langues les plus communes. Le choix des voix en sortie, là, par contre, on est moins bien. Parce que sur les synthèses vocales, il y a des boîtes comme 21 Labs, etc., qui ont des choses absolument magnifiques. On peut même enregistrer la voix d'un comédien qui correspond. Enfin, je sais que la SNCF l'avait fait pour la voix de la personne qui enregistre les trucs de la SNCF. Donc, on peut avoir des choses vraiment très fines, de très très haute qualité. Là, en fait, on est tributaire des voix qui sont déjà sur le LLM audio. C'est-à-dire que, je sais plus, je crois que Gemini doit avoir une petite dizaine de voix en sortie, plutôt masculines, plutôt féminines, plutôt formelles, plutôt familières, etc. On choisit au milieu de ça et pour le moment, c'est terminé. Donc, intégrer la voix de sa marque ou de quelqu'un dedans, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Donc, la voix de sortie. Pour le moment, on est un petit peu moins bien. Et les interruptions, bah, d'un côté, sur les modèles classiques, c'est pas possible, ou alors il faut mettre en place des finalités très compliquées. Pour l'audio, ça marche, c'est décevant à date. Ça va s'améliorer, c'est sûr. Dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, on pourra avoir vraiment des conversations avec des interruptions, des reprises, etc., qui sont ce qu'on fait avec un humain. Ça marche déjà un peu, mais pas complètement. On se rend compte que si vous utilisez les applis sur téléphone, l'appli ChatGPT ou Gemini, etc., curieusement, il a l'air de mieux gérer les interruptions que quand on le fait par API autrement. En particulier si vous avez un téléphone haut de gamme qui est assez fort pour détecter les bruits derrière. Sur un téléphone, il y a plusieurs micros, etc. Ça marche assez bien. Et la marge de progrès, elle est aujourd'hui beaucoup plus forte sur les modèles audio. Aujourd'hui, les architectures chaînées, ça fait quand même un paquet d'années qu'on en a. Il y a pas mal de voicebot, donc celui de Bouygues Télécom aujourd'hui, qui fonctionne comme ça. On voit qu'on a atteint un plafond de verre. Ce plafond de verre, c'est les speech-to-text. Les speech-to-text aujourd'hui, ils sont un peu arrivés à un état de l'art. Ils marchent bien en lab, etc. Dans des environnements un petit peu dégradés, on a quand même des taux d'erreur sur des mots qui sont relativement élevés, des latences un petit peu plus importantes et des voix qui correspondent pas toujours au niveau de l'intonation. Du coup, on ne peut pas fine-tuner un modèle audio comme on pourrait fine-tuner un LLM ou... Aujourd'hui, il ne me semble pas qu'il y ait des API de fine-tuning ni sur OpenAI ni sur Gemini. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les modèles audio, aujourd'hui, il y a 2 éditeurs qu'on fond. Il y en a un chez OpenAI et un chez Google. On a vu Mistral à un moment qui nous avait dit qu'ils allaient en sortir un. Pour le moment, on n'a rien vu arriver. Chez Anthropic, il n'y en a pas. Donc, ça reste vraiment, vraiment à la pointe. Que non, je n'ai pas vu de fine-tuning. Il y a le modèle Moshi, MOSHI de la startup fondé par Nice Dufour et Alexandre Dufossé, par exemple. Qui propose un modèle de fondation audio avec des interruptions, qui est un modèle relativement précis, qui Gemini et D'accord. le modèle OpenAI. Et c'est un modèle open source avec un. On peut le tester sur téléphone aussi. D'accord. Voilà, je trouve que ça peut être intéressant de faire la pareille. D'accord. Bah, je regarderai. Ouais.
Parfois, on se fait un showcase sur scène, donc ça va. Mais c'était un truc live quand même, ça avait quand même impressionnant. C'était quand Scalway a fait son gros événement, c'est ça? Ouais. Ouais, ils ont fait une démo. C'est vrai qu'on leur avait. En fait, ils nous avaient dit qu'ils viendraient présenter ce qu'ils font, Ouais. mais comme ils, je crois qu'ils sont quand même encore en train de finaliser des trucs, ils nous ont dit d'attendre un peu. Et du coup, on leur. Ça peut être intéressant. Nous, c'est vrai que assez souvent, il y a des choses. Alors, vous verrez tout à l'heure dans les démos, il y en a qui se fait avec des modèles de fondation sur la partie purement LLM, pas sur la partie audio. Souvent, on nous dit, mais regardez, tel modèle qui est sur Hugging Face, etc., il est intéressant, il y a des choses, etc. Et quand on fait des tests, c'est vrai que c'est bien, mais quand on compare à ce que font les très gros, très rapidement, on est un peu en dessous sur la capacité de tenir des conversations, aussi la gestion des outils. Très souvent, c'est là qu'on a des problèmes. On met 4-5 tools avec des paramètres à fournir. Très rapidement, on se rend compte que des modèles fondation, ils vont faire beaucoup plus d'erreurs sur le choix des tools, ou sur le fait de, quand il leur manque un paramètre, d'être capable de dire, ah bah tu m'as pas donné la date, ou tu m'as pas donné la référence, ce genre de choses. Et du coup, on descend un peu en qualité. Et bah, je testerai, c'est intéressant, mais c'est vrai que souvent, on se rend compte que quand on passe à l'échelle industrielle, on a besoin de modèles vraiment puissants pour tenir la qualité sur un grand nombre d'appels. Et que souvent, ces petits modèles, en effet, ils font des démos qui sont hyper impressionnantes. Mais que quand on fait beaucoup de tests, on a des taux d'échec qui sont plus importants. Mais ça reste intéressant à tester. Merci. Donc après, nous, ce qu'on a fait, c'est, pour avancer dessus, c'est qu'on a créé en fait vraiment une gateway entre le monde de la téléphonie et le monde de l'IA. Voilà, on reste comme opérateur télécom, donc c'est notre métier principal. Et un des premiers champs qu'on voit sur l'IA audio, c'est vraiment de la mettre derrière la téléphonie. C'est vrai qu'on peut la mettre derrière des applications sur un smartphone, comme des applications Gemini, ChatGPT ou d'autres. On peut les mettre derrière des sites web, on peut parler, etc. Mais pour nous, ça restait vraiment la téléphonie, le premier champ d'application. Donc cette libre, on l'a pensé en fait comme vraiment être capable de faire le pont entre la téléphonie et l'IA sur l'aspect audio, c'est-à-dire écouter et parler. C'est quand même la base. Gérer aussi le DTMF. Le DTMF, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on fait 1, 2, 3, 4 et qu'on rend des codes, en fait. Donc c'est toujours pratique des fois pour rentrer des identifiants, des codes, quand on va rentrer un code sans avoir besoin de le dire à tout le monde de manière automatique. Et sur la partie connexion, c'est-à-dire le fait d'appeler, de décrocher, de raccrocher, de transférer ou de créer une conférence. Donc ça, c'est ces deux aspects qu'on voulait être capable de bridger entre la téléphonie et l'IA. Cette gateway, elle peut s'interfacer à différents types d'IA. Donc, soit ce dont on parle depuis tout à l'heure, donc des LLM real-time audio. Là, vraiment en temps réel, être capable de faire un pont entre la téléphonie et l'IA. Soit des architectures chaînées ou classiques, comme je disais, avec speech-to-text, LLM, text-to-speech, etc. De manière synchrone ou asynchrone, ou alors parfois juste des choses qui ne sont pas là pour converser, mais plus pour écouter la conversation. Donc on va récupérer l'audio, puis après la processer a posteriori par des LLM pour résumer, prendre des actions, fin d'appel, ce genre de choses. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Là, depuis 2026, où on en est aujourd'hui, les real-time audio, donc mis à part ce que tu disais, c'est surtout aujourd'hui Gemini et OpenAI qui proposent ça. Et principalement avec du SaaS aujourd'hui, hein, ne proposent pas d'avoir ces modèles imprimés. Ce qui peut être un problème pour nous, parce que par exemple, sur tout un tas de use cases, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas s'autoriser, nous, en tant qu'opérateur télécom français, à aller streamer les conversations de nos clients vers un Google ou un OpenAI qui est sous les lois américaines, etc., avec des problèmes de confidentialité, de conversations qui peuvent avoir des aspects commerciaux. Enfin, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, ça amène quand même un problème à l'échelle de déploiement, de se dire attention, on peut être potentiellement sur des conversations extrêmement sensibles. Hein, on imagine un commercial d'Airbus qui est en train d'appeler pour négocier un contrat, qui est en train de parler de tarifs, etc., et qu'il y a les Américains derrière qui récupèrent le truc pour envoyer à Boeing, ça peut être un petit peu compliqué, ça, ou plein d'autres exemples.
Par contre, les autres catégories, on peut les faire tourner on-premise. Si on sort des modèles purement audio, aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de modèles, moyennant les bonnes GPU qui vont bien, qu'on peut faire tourner. Des modèles qui sont capables de gérer des conversations, des speech-to-text, des text-to-speech avec des whispers, d'autres briques, ça, on sait le faire. Donc aujourd'hui, sur la partie real-time, ce qu'il faut avoir en tête, c'est cette notion voilà, de souveraineté, où c'est quand même compliqué d'avoir ces modèles souverains à disposition. Je sais pas si sur ce genre de sujet, alors plutôt dans des contextes de contact center, tel client, y compris nous qui de Paribas, on est notamment tous la solution Genesis, Ouais. le gros fournisseur. Nous aussi, ouais. Et on a mis en place par contre des solutions où en fait on chiffre les informations avec des clés qui sont gérées chez nous, avec no hardware de chiffrement. Ouais. Et du coup, alors ça ne veut pas tout, hein, mais Ouais. ça nous permet de dire si on se fâche avec un tel ou l'autre, on révoque les clés. Alors, il y a des notions de chiffrement, mais c'est quand même des choses qui, par exemple, quand on l'envoie par un Google ou un OpenAI, par l'intermédiaire d'Azure, ça finit quand même un moment sur des serveurs qui sont en droit, même s'il y a des clés de chiffrement, ce genre de choses, on ne sait pas exactement tout ce qui se passe. C'est qu'à un moment, quand même, pour aller vers le modèle, c'est quand même bien décrypté pour que le modèle, il est C'est voilà. supplémentaire notre modèle. Il Et faut donc, aussi avoir confiance dans le fournisseur. c'est ça. Et en Le fait, fournisseur met une backdoor et bah, et en fait, la ça backdoor, ailleurs. c'est quelque part, c'est la Maison Blanche et c'est Donald Trump, en fait, hein. C'est-à-dire que quelque part, c'est le droit américain fait que, comme c'est des entreprises qui sont américaines, ils peuvent être amenés sous demande du gouvernement à donner les informations qui sont dessus. Quelque part, aujourd'hui, nos Gmail, nos Google Drive, même ce que nous on met sur Azure, etc. Euh, Oui, mais le gouvernement américain peut demander à y accéder. l'objectif du truc, c'est que du coup, oui, ils ont des informations, mais elles sont chiffrées avec des clés qu'ils ont pas. Après, peut-être que certaines personnes peuvent déchiffrer des choses, ça, c'est autre chose. Oui, mais on sait par exemple que dans le cas d'un modèle, il y a un moment où ça rentre dans le modèle où c'est déchiffré, même de manière transitoire. Oui, Donc il y a un doute qui subsiste. Et donc c'est pas parfait. c'est une notion d'interception. Puis c'est vrai que nous aussi, en termes de service client, on a beaucoup de choses qui fonctionnent avec ce type d'infrastructure. Le service client, c'est on appelle, ça commence par attention, votre conversation à des fins d'amélioration de la qualité peut être analysée, enregistrée, etc. Puis en général, quand on appelle un service client, on va pas, c'est qu'on va pas donner des informations hyper confidentielles. Euh, dans les différents use cases qu'on verra après, si on a par exemple un secrétaire virtuel qui écoute nos conversations pour prendre des notes, prendre des actions, les résumer derrière, attention à ce moment-là à ce qu'on peut se raconter. Il faut peut-être avoir un bouton pour à un moment sortir le secrétaire de la conversation et dire là, attention. Chez nous, par exemple, actuellement, on a arrêté le transcript. C'est un problème. Voilà, C'est un problème et en effet, il y a aussi le fait, il y a beaucoup de gens qui disent, mais on va anonymiser les données pour pas les envoyer. Mais ça marche pas derrière, parce qu'un client qui nous appelle en disant ma facture du mois de mars de 14,90 €, je comprends pas pourquoi c'est 14,90 € et pas 9,95 €. Donc ça, c'est déjà des montants, des choses, donc des informations qui peuvent être sensibles. S'il donne son nom, etc., pareil, comment le LLM il peut appeler un tool avec le nom de la personne pour retrouver son dossier, etc., s'il n'a pas le vrai nom. Donc en fait, c'est dysfonctionnel. Donc l'anonymisation n'est pas non plus une réponse à la problématique. Donc on tourne un peu en rond et en fait, on est obligé de se dire, bon, il y a des choses où on peut s'autoriser à streamer vers des hyperscalers américains et il y a des choses où on ne peut pas. Et à un moment, il faut bien être clair avec soi-même sur où est-ce qu'on met la ligne. Euh, Nous, c'est clair, c'est une conversation entre deux personnes, on ne streamera pas vers des hyperscalers américains. Voilà. Vas-y, Alexandre. Et donc oui, à travers Phone AI, on peut vraiment faire de l'agentique au téléphone, c'est-à-dire que le LLM va avoir des tools, et c'est dans ces tools qui lui sont proposés, et des tools qui sont vraiment de la téléphonie qui lui sont proposés par Phone2AI. Donc il y a vraiment le fait d'appeler, de décrocher, de raccrocher, de faire un transfert. Vous verrez tout à l'heure un transfert, il y a deux types de transferts. Si on regarde dans la partie télécom, il y a ce qu'on appelle le transfert brut et le transfert accompagné.
transfert brut, c'est vraiment je vous transfère le service des achats et directement ça se nationné sur le service des achats. Si ça répond pas à l'autre bout, tant pis. Et le transfert accompagné, qui est attendez, je vous mets en attente, j'appelle le service d'achat, je m'assure qu'il y a quelqu'un, je passe un contact éventuellement en disant c'est Pierre qui vous appelle pour avoir l'état de sa facture. Et si c'est bien OK, à ce moment-là, je raboute les deux appels. Ça, c'est des choses qui sont aussi possibles d'être faites. Le DTMF, donc récupérer les codes qui seraient tapés directement sur le clavier du téléphone avec les chiffres. Et puis des outils tiers qu'on peut mettre, bien sûr, hein, toujours, direct, des API, des serveurs MCP, des bases de données ou autres. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un LLM qui va gérer la conversation, qui va être en capacité de, comme les archives classiques agentiques, d'appeler plein d'outils. Attention un petit peu là-dessus, les LLM audio, ils sont obligés d'être un peu plus petits que les LLM type pro, les gros LLM, parce qu'ils doivent avoir des vitesses d'inférence qui sont compatibles avec la conversation. Il faut que ça reste fluide. Euh, on se rend compte assez rapidement que dans le choix des tools, on va trouver plus d'erreurs dans un LLM de type audio que dans un LLM un peu plus puissant derrière, peut-être un peu moins rapide. Et c'était justement une des différences qu'on avait eues au début dans les choix qu'on avait fait, même si une librairie elle est compatible avec différents types de LLM entre OpenAI et Google, c'est que le modèle OpenAI faisait plus d'erreurs sur le choix des tools et il se trompait assez fréquemment. Mais voilà, c'est aussi ce que permet cette librairie. Et on a aussi mis en place dans la lib une notion de superviseur. Euh, si on regarde un petit peu en termes de sécurité, les LLM, on sait, ça se hack assez facile. Et quand on veut vraiment se protéger contre, on passe sur de la boîte en réel, contre le hack en termes de LLM, on est obligé de mettre trois LLM. Un premier qui va regarder la question, qui va dire, OK, est-ce que dans cette question, il y a quelque chose qui ressemble à une instruction déguisée, une injection de prompt? Est-ce que c'est une question qui paraît légitime ou c'est une question bizarre qui ressemble à une attaque? Un deuxième LLM qui va, si le premier a dit c'est OK, ça semble légitime, un deuxième qui va répondre à la question. Et puis, une fois que le deuxième a répondu à la question, un troisième qui va regarder en disant, est-ce que tu vas regarder la réponse de ton copain d'avant et tu vas regarder si dedans, il n'a pas laissé deux, trois trucs qui ne devraient pas y être ou si quand même sa réponse, elle paraît bien légitime. En général, quand on a cette architecture complète, c'est très, 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 très dur de hacker la solution parce que le premier, si on essaie de lui raconter n'importe quoi, il va voir rapidement que c'est pas une question légitime. Si le deuxième, par erreur, a laissé filtrer des choses qu'on ne peut pas voir, le troisième va en général le voir. On ne peut pas faire ça dans un modèle audio natif. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait ça, on perd complètement la notion de streaming. C'est qu'il faut attendre d'avoir complètement généré la réponse à la fin pour que le troisième il voit ce qui a été généré. Donc ça ne marche pas. Déjà, ça veut dire que dès qu'on est sur du conversationnel comme ça, beaucoup fluide, on est beaucoup plus sensible à tout ce qui est des attaques de gestion de compte, etc. On le voit, on a fait des tests, hein, on appelle au téléphone, le truc, on dit voilà, je suis paniqué, il se passe un truc pas possible, machin, etc. On sait que les LLM, ils sont très sensibles à la notion de risque, etc. Ils sont beaucoup entraînés à pas là-dessus. Donc dès qu'il y a une notion de panique, de risque, d'urgence immédiate, etc., on peut assez facilement les faire sortir. On s'est retrouvé un peu embarrassé par rapport à ça. Même si aujourd'hui, il n'est pas question de laisser ces trucs-là face aux clients, c'est plutôt des applications internes qu'on a. Mais on a mis en place une notion de superviseur. Donc le superviseur, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder le dialogue, et il va être un petit peu en retard, souvent 2, 3 secondes, mais il va voir un peu ce qui arrive sous forme de texte. Et lui, il va regarder un peu si on est dans les clous. Souvent, c'est un LLM un peu plus puissant. On peut se permettre de mettre un modèle type Pro, par exemple, avec pas trop de thinking token pour regarder la conversation, et bien sûr qu'on reste dans les clous. Et ce superviseur, il va pouvoir faire différentes choses à travers la lib. Soit il va pouvoir susurrer des trucs à l'oreille du modèle real-time, en lui disant attention, tu devrais pas faire ça, ou alors mais pourquoi t'as pas appelé ce tool-là pour aller chercher ces infos, ou ce genre de choses. Donc il va pouvoir lui donner des conseils, lui dire mais non, tu dois pas répondre à cette question en fait. On t'a dit que tu devais pas traiter de ce sujet-là. Là en fait, tu es en train d'en parler, donc arrête tout de suite de dire ça. Et le LLM, le modèle real-time qui est en dessous, il va recevoir ça, il va dire et il va s'interrompre, il va dire ah non, désolé, finalement, je me suis trompé, je vais pas vous répondre. Donc on peut essayer de rattraper les choses, c'est moins
solide que l'architecture à 3 LLM dont je vous parlais avant. Mais ça permet quand même de rattraper les choses. Et il permet aussi, ce superviseur, d'appuyer directement des tools. Euh, donc ça peut être soit de la récupération de données en disant, bah en fait, tu t'es loupé, t'as pas appelé le tool pour récupérer le contexte client, ce genre de choses. Donc moi, je vais l'appeler, je vais te réinjecter le contexte client pour que tu l'aies, parce que sinon, je pense que tu vas pas t'en sortir. Soit dans des cas d'urgence, il va directement l'outil raccrocher. C'est-à-dire, OK, là, cette conversation, là, elle est complètement partie dans les choux. Avant que ce soit la catastrophe, on va couper l'appel. Ou alors on va transférer un humain. Disons, on l'a terminé, le LM, on le court-circuite, on est sorti du domaine de ce qui convient, j'appelle l'outil transféré et je transfère vers un humain qui va prendre la suite de l'appel. Donc voilà, c'est une architecture assez, qui nous sauve un peu. Elle est cependant tributaire du problème que je vous expliquais au début, c'est-à-dire du problème du Y et du speech-to-text qui n'est pas le même. Et donc, très régulièrement, ce que voit, et c'est un énorme problème qu'on a, ce que voit arriver le superviseur, qui lui n'est pas un LLM audio, c'est pas le texte de ce qui se dit, c'est le texte de ce qui va. Et du coup, il y a des fois, ça crée des quiproquos où il voit passer des trucs qui n'ont rien à voir avec la chocotte. Et du coup, le superviseur, il dit non, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça va pas du tout. Il prend la main et du coup, la conversation se passait bien, mais le superviseur, il a l'impression que ça se passe pas bien, il intervient et ça torpille le truc. Donc, c'est pas non plus magique. Ça va être ma question. Du coup, le real time, c'est un modèle audio, et le superviseur, c'est un modèle texte. C'est ça. Et du coup, comment le superviseur repasse des informations au modèle audio? Il y a un text-to-speech. Non, c'est dans le protocole en fait dans le protocole des modèles real-time, on peut leur repasser des informations texte en fait. D'accord. Euh, Ils ne prennent pas que de l'audio en entrée. Ah non, non, on peut leur passer du texte et de toute façon, quand eux ils appellent des tools, le résultat des tools, en fait, de toute façon, ça leur réinjecte du contexte textuel. D'accord. Ça, il n'y a pas de souci à leur réinjecter des informations textuelles. Voilà, donc vaste sujet sur le fait de garder la conversation, etc. On sait tous les guardrails, etc. C'est la publicité complètement mensongère. On n'a jamais empêché une conversation de partir dans les choux avec un guardrail. Donc là, c'est un vrai problème qu'on a parce que cette notion de temps réel fait que si ça diverge, on va le voir beaucoup plus difficilement. Qu'est-ce qu'on peut faire comme famille de use case avec cette librairie? Il y a tout ce qui est du domaine de l'appel sortant. Ce qu'on adore tous recevoir maintenant, c'est cette IA qui nous appelle, des marquages de premier niveau. Salut, je voudrais prendre une cuisine, des portes-fenêtres, ce que tu veux, est-ce que je peux pas prendre rendez-vous? C'est pas très cool, mais s'il y en a dont c'est le boulot, donc à un moment, il faut que ce soit fait. Là, avec ça, on peut faire de la masse d'appels sortants, essayer d'avoir des contacts. On peut mettre une tool directement au LLM pour prendre des rendez-vous avec un commercial humain pour, une fois qu'on a cranté le contact, aller plus loin. Tout ce qui est du domaine du service client. Vous nous aviez appelé, vous avez un problème avec votre box internet, vous êtes content, c'est bien résolu, oui, non, etc. Disponibilité pour un rendez-vous, nous par exemple, quand l'installateur fibre de télécom va venir chez vous, pour brancher votre box, assez souvent il y a un appel qui est fait avant pour dire vous vous rappelez à 10h, l'installateur doit venir, vous êtes bien chez vous, il n'y a pas de souci, tout va bien. C'est parfois des rendez-vous. Alors, c'est moins le cas maintenant parce que la fibre, ça s'est fluidifié, mais à une époque, il fallait les prendre un peu en avance. Les gens oubliaient, avaient un imprévu, n'avertissaient pas. Les techniciens, ils se pointent, on a payé, etc. C'est très compliqué. Donc, ça, typiquement, ça peut s'automatiser assez facilement. Les appels de contrôle, toutes les boîtes à la vérissure, etc. Vous êtes rentré chez vous, l'alarme a sonné, c'était pas vous, c'est grave, c'est pas grave, il se passe quelque chose. Peut-être des personnes qui sont à santé fragile, des personnes âgées chez elles, le matin on va les appeler, vous êtes bien réveillés, tout va bien, monsieur, madame Artel, etc. Oui, ça va pas, si ça va pas, bah, à ce moment-là, on passe un humain, on appelle une plateforme sécurisée. Donc, tous ces appels de contrôle qui aujourd'hui sont beaucoup faits par des humains et qui coûtent relativement cher. Je serais curieux de savoir qu'une boîte comme Vérissure, par exemple, combien d'appels aujourd'hui, quotidiennement, ils ont de vous êtes rentré chez vous, l'alarme a sonné, ah oui, vous aviez oublié le code, ou alors c'est le chat, ou c'est les gamins qui sont rentrés de l'école, ils ont oublié, etc. Je pense que ça va être un paquet d'appels. Je pense que ça va être un paquet d'appels, et ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut automatiser assez facilement. Je crois qu'il demande un code aussi, souvent, pour dire que c'est pas grave. On peut collecter le code à la voix ou par le clavier, si on ne veut pas le dire à la planète entière. Ça marche assez bien. Sur le démarchage de premier niveau, vous avez des stats pour comparer le taux de conversion entre un appel humain et puis une prise de rendez-vous qui est faite comme ça? Alors non, mais Volubi, dont on parlait au début, eux, ça fait partie.
ça fait partie de un peu leur cœur de. Je crois qu'ils ont beaucoup démarré comme ça en fait. Leur plateforme au début, les premiers cas d'usage, ce qu'ils nous ont raconté, même si moi j'ai pas beaucoup suivi ce projet-là, hein, on a un peu échangé, nous disaient que ils avaient quand même des résultats qui étaient pas si mauvais que ça. Je les avais envoyés en démo chez Orange. Ouais. Vous avez fait du- Vraiment, réflexion. Non, c'est assez compliqué. De toute façon, c'est des taux de réussite qui sont drastiquement bas. Oui, j'imagine. Du coup, je me disais, Est-ce que c'est pire ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, c'est beaucoup moins cher. ouais, ça c'est sûr. Euh, Vous avez testé démarchage versus répondeur intelligent. Est-ce que ça part dans une discussion philosophique? Est-ce qu'ils se rendent compte l'un et l'autre oui, oui, oui. Moi, le répondeur intelligent, alors là, je l'ai coupé pour des raisons perso, mais je l'ai eu pendant plus de 6 mois, qui marchait. Et en fait, il se reconnaît, c'est le truc de premier niveau qui fait les rendez-vous pour l'énergie et les améliorations de l'habitat, prime rénov et compagnie, là, qui ont été Mhm. assez punchy. Et en fait, ils ont un script de conversation qui fait que le répondeur, il dit non, mais je te répondrai pas, parce que je crois qu'ils veulent l'adresse précise du truc pour regarder si c'est éligible. Et le répondeur, à chaque fois, dit non, non, mais je n'aurai pas l'adresse, mais vous voulez quoi? Bah oui, ok, j'ai noté que vous avez appelé, etc. Et je reçois le SMS, et à chaque fois, la conversation, je la reconnais parce qu'elle est typique, et je sais que c'est le truc automatique de Prime Rénov et compagnie qui a appelé, et ils se sont parlé. Et on a eu pas mal de cas, même nous, dans nos tests, en fait, comme il y a des fois, on s'appelle entre nous pour faire des tests, et plusieurs d'entre nous avoir le répondeur intelligent, quand on se loupe ou que le truc ne marche pas, en fait, il y a des IA qui parlent à des IA et elles se racontent des histoires d'IA. C'est assez rigolo. Votre introduction sur quel tout l'on donne au répondeur intelligent, parce que si le truc de démarchage finit par le convaincre, on peut souscrire. Mais il insiste. Effectivement, donc effectivement, il faut faire attention et en effet, il y aura sûrement dans le futur des attaques avec des IA qui appellent et qui ont des scripts qui sont fine-tunés pour essayer de trouver les failles des autres IA qui écoutent et qui vont trouver la formulation, la petite phrase qui va bien pour faire en sorte qu'on le fasse pour le faire dérailler. Donc il faut faire attention à tous ces trucs, hein, ça nous présage un futur qui va être merveilleux. Euh, donc là, on était sur ce qui est de l'appel sortant. Après, les répondeurs standardistes, donc il y a le répondeur intelligent. Ça, c'est assez facile à faire, hein. C'est une plateforme qui suffit à la boîte vocale. Il faut savoir qu'une boîte vocale, vous n'en avez pas forcément conscience, mais puis en plus, aujourd'hui, vous avez tous des iPhones, des trucs comme ça, donc qui commencent à avoir des répondeurs embarqués sur le téléphone. Mais si on revient quelques années en arrière, la boîte vocale, c'est juste un renvoi d'appel. Alors, on vous appelle, vous ne prenez pas l'appel, sauf que vous ne répondez pas, etc. Il y a un renvoi d'appel qui est fait par le réseau vers une plateforme de messagerie. Il suffit de changer le numéro dans la configuration du téléphone pour renvoyer vers une autre plateforme et automatiquement vous renvoyez vers un autre numéro. Et si tu as ce numéro, on met un répondeur intelligent, ça marche. C'est pour ça que le use case du répondeur intelligent, on l'a vraiment fait en 4.2, il marche hyper vite. Ce qui est juste très problématique, c'est qu'en fait, en particulier sur le réseau Bouygues Télécom, le nombre de renvois est bloqué à 1. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait un renvoi de votre téléphone vers le répondeur intelligent ne peut plus retransférer l'appel. Il est bloqué. Ce qui est dommage parce qu'en fait, on avait fait des use cases en fait, où si le répondeur intelligent comprend que c'est vraiment problématique, il retransfère l'appel. Et à ce moment-là, on voit l'appel qui arrive et on voit que c'est le répondeur. On dit, ah, en fait, ça veut dire qu'il a compris C'était important. que c'était important et que effectivement ça fonctionne. Donc ça, on a pu le tester en appelant directement le répondeur intelligent et en ne perdant pas le premier transfert. Alors on dit, ah, c'est le voisin d'en face, en fait, il faut absolument que je parle à Mathieu, parce qu'il y a le feu chez lui, etc. Et là, le truc, il dit, ah ouais, c'est un cas d'urgence, dans ce cas-là, je retransfère et on voit l'appel qui arrive marqué assistant ou répondeur intelligent. On se dit, ah, ça a sonné juste avant. Et là, ça ressonne avec le répondeur, ça veut dire qu'il a compris que c'était intelligent, il faut que je prenne cet appel. Ça pourrait marcher. Après, standardiste, on est dans le cas du siège de Volubi, hein, pour des entreprises, des trucs comme ça. Très rapidement, est-ce que vous êtes ouvert ce midi? C'est quoi le plat du jour? C'est quoi vos horaires d'ouverture? Machin, etc. On met des API, on met des règles, etc. On peut même faire des choses très facilement. On avait fait un moment un petit simulateur de pizzeria. On pouvait réserver une table avec une date, un jour. On pouvait avoir la carte des pizzas, les prix, demander ce qu'il y avait sur une carte saison, ce genre de choses. Ça marchait nickel. Donc avec ça, on peut vraiment dépolluer tout un tas d'appels
de base. Si vous savez, dans nos boutiques Bouygues Télécom, le nombre d'appels juste pour savoir est-ce que vous êtes ouvert et c'est quoi vos horaires d'ouverture, c'est juste des donc ça veut dire que qu'un vendeur en boutique va aller répondre à ce genre d'appel. Ça, c'est des choses qu'on peut dépolluer de manière vraiment massive. Et le fait de mettre des tools, des RAG, des API derrière, permet de répondre à tout un tas de premiers niveaux de questions de manière automatique. Et là, il y a vraiment des gros ROI pour dépolluer les appels. Après, on va trouver dans les use cases qu'on appelle les use cases de gardien. Donc là, on n'est plus dans de la conversation. À partir de là, les use cases suivants, c'est des choses qui vont écouter de manière passive l'appel. Ça peut être fait de deux manières différentes. Soit il y a un premier appel qui arrive à la plateforme qui va faire un autre appel derrière, elle se met entre les deux et elle bridge l'audio. Soit c'est une conférence à trois. Il faut savoir qu'en téléphonie, la conférence à 3 existe depuis quasiment toujours depuis la fin des années 90. C'est un standard de base, la conférence à 3 de la téléphonie, en tout cas sur le mobile. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que, alors nous, dans nos tests, on n'était pas capable de la déclencher automatiquement. Le fait, c'est qu'on fait un appel et après on va sur le truc du téléphone, on fait ajouter un participant et dans le participant on met la plateforme et on simule ce qui pourrait se passer si sur le réseau on mettait une plateforme qui automatiquement dans certains cas de manière masquée crée la conférence et invite un participant complémentaire. Ça c'est des investissements qu'on n'a pas fait mais qu'on pourrait faire. Donc là on va voir tout ce qui est du domaine de l'anti-escroquerie. Typiquement le faux conseiller, le machin, etc. Vous avez vu la pub à un moment. La vie, elle est encore en train de donner son numéro de carte bleue, etc. Typiquement, ça peut se faire. Et anti-malveillance, vous verrez aussi des démos, hein, ou tentatives de détournement de mineurs, de personnes vulnérables, etc. Le modèle détecte que la conversation prend un pic qui est déjà important. La coupe l'appel. Alors, il y a tout un tas de trucs où légalement, en fait, en France ou en Europe, on n'a pas le droit de couper les appels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pays qui est hyper méga avancé sur tous ces sujets-là, c'est la Corée. Ils ont 4 à 5 ans d'avance sur nous. Et eux, quand il y a ce type de use case marche, hein, il est largement déployé, et eux, non seulement ils coupent, mais ils appellent la police directe. Ce qui était assez. Ah ouais, non mais oui, c'est des pays qui ont, en fait, en Asie, ils ont des fois des choses sur tout ce qui est la sécurité, les caméras de surveillance, les machins, des trucs où ils se posent des questions complètement à l'inverse de ce que nous on se pose en fait. Nous on se dit, oh là là, faudrait pas le mettre parce que si jamais on me voit en train d'aller chercher ma baguette de pain, c'est une catastrophe. Plutôt d'aller chez ma maîtresse ou ce genre de truc. Mais bref, eux, tout de suite, ils y vont parce qu'ils disent sécurité d'abord. Donc c'est vrai qu'il y a des états d'esprit qui sont sans jugement aucun, mais qui font que eux, ces solutions, ils vont directement y aller, ou nous, tout de suite, on va dire, il faut pas y aller parce qu'il y a des questions de privacy. Donc c'est vrai qu'on voit ces solutions arriver en Asie, on a plus de feedback de la façon dont ça fonctionne. Et après, un peu le même use case, mais moins en mode gardien qu'est l'assistant. On imagine hein, le commercial, Jean-Claude Convenant dans sa Xantia, qui prend 4, 5 appels. Ah oui, alors je vous envoie les tarifs avec votre proposition. C'est pas 4 palettes, c'est 5 palettes. Et puis, ah oui, ok, on se fait un rendez-vous demain à 14 heures, un truc. Il a fini de conduire. Il se dit, alors, qu'est-ce qu'on s'est dit déjà? Je sais plus. Alors, pour telle boîte, c'était ça, telle autre, c'était ça, etc. Là, c'est vrai qu'on peut avoir une IA qui, en permanence, va écouter les appels, prendre des notes, faire des comptes rendus, éventuellement être connecté à des outils pour planifier des rendez-vous, préparer des mails d'envoi de propositions, de plaquettes commerciales, de machins, de trucs, à droite, à gauche. C'est assez pratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'assistants dans les mails, dans les machins, qui vont analyser, dire, t'as pas répondu à tel mail, tel machin, tel truc. La téléphonie, on n'a rien de tout ça. On reçoit un appel et qu'on a oublié que cette personne nous a appelé pour nous demander un truc, bah là, on n'a pas d'aide. C'est un domaine, on pourrait mettre ça. Et c'est vrai que nous, on est beaucoup des profils dans des bureaux très digitaux, sur des ordi, etc. Et on oublie qu'il y a énormément de personnes, c'est pas du tout ça leur quotidien, en fait. C'est être sur le terrain, sur des chantiers, dans des véhicules, des artisans, être en train de conduire, etc. Le téléphone, l'audio, etc. reste très présent. Et l'avantage de ces use cases-là, c'est qu'on va aussi très bien gérer les langues étrangères. Hein. D'artisans, il y a beaucoup de gens qui, la langue principale n'est pas forcément le français, ça va aussi très bien fonctionner dans des cas internationaux. Donc voilà un peu tout ce qu'on pourrait faire avec ces types de use cases. Donc ça laisse un panel très large de choses qu'on pourrait faire avec ces librairies qui vont bridger la téléphonie et l'IRM. Pour vous dire que vous pouvez faire, c'est dans le futur, parce que
Parce que là, il y a des choses qu'on pourrait se dire, c'est faisable même avec un modèle traîné. Ah oui, complètement. Oui. En fait, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une timidité à sortir les offres, en fait. C'est plutôt le marketing, etc. Quand on leur parle de ces trucs-là, aujourd'hui, ils ne voient pas la suite, etc. Euh, Nous, même étant tech, on est un peu surpris, hein, pour la petite histoire. Quand on a commencé à faire ça, on était en fin d'année avec les premiers trucs qui marchaient. Il y avait, comme dans beaucoup de grandes entreprises, chez Bouygues Télécom, on avait l'espèce de marché de Noël avec plein d'artisans qui vendent des chocolats, du champagne, du machin, des trucs. Et on allait les voir. On a dit, mais ce type de produit, c'est pas moi, j'achète. J'en peux plus. Ils disent, moi, je suis en train de vendre, je peux pas répondre à l'appel de mon fournisseur qui dit que j'ai une palette de chocolat, machin, et que demain, pour aller chez Thales, en fait, il faut arriver à telle heure, un truc nul. C'est des gens qui sont très tout seuls, en fait, les auto-entrepreneurs, qui sont au four, au moulin en permanence, et le téléphone, c'est leur outil de travail, et ça leur pourrit un peu la vie. C'est-à-dire énormément de choses passent encore au téléphone aujourd'hui, hein. Les gens s'appellent dans le monde de la grande entreprise, moins on s'envoie des mails, etc. Dès qu'on descend un petit peu dans des entreprises de taille beaucoup plus réduite, des auto-entrepreneurs, des gens qui sont sur le terrain, c'est téléphone, téléphone, téléphone. Donc là, il y a énormément à faire. Et sachant que vous avez un canal. Voilà. N'importe qui ne peut pas dire je ne faut bien ce service-là. Exactement. Alors après, de plus en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des acteurs over the top. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, grosso modo, comment ça marche, et c'est des applis qui vont sur vos téléphones. En fait, vous pouvez faire un renvoi inconditionnel. Et en fait, tous les appels sont renvoyés vers ce numéro. Ce numéro, en fait, c'est un acteur externe. Vous pouvez envoyer vers n'importe quel numéro de téléphone, en fait. Suivant les cas, vous allez être surtaxé ou pas. Mais si c'est un téléphone fixe en France, par exemple, tous les opérateurs en France, si votre 06 ou votre 07 vous dites je le renvoie vers le 01, machin truc, c'est pas surtaxé. Si derrière le 01, il y a une plateforme over the top qui s'y met et qui, si c'est un appel normal, vous le renvoie directement avec un appel à la WhatsApp ou ce genre de choses, pas sur de la téléphonie, mais sur le digital, ils peuvent s'intercaler entre les deux. Ce qui va être plus dur, ça va être vraiment les choses on va écouter, etc. Et on sait qu'ils ont des qualités qui sont moins bonnes. C'est-à-dire que, on passe vraiment sur la téléphonie, mais plus avec du WhatsApp, il y a plus de cas, l'appel va décrocher, etc. Et puis, ils sont pas sur le naturel de la plupart des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, même s'il y a des appels WhatsApp, etc., vont s'appeler sur le numéro de base. C'est vrai que l'opérateur télécom a un rôle à jouer là-dedans. Use case démonstration. Alors, allons-y. Donc là, un petit use case donc, sur le répondeur intelligent. Donc là, vous allez entendre quelqu'un qui appelle et au lieu de tomber sur la boîte vocale de la personne, va tomber sur son répondeur intelligent. Suite à l'appel, la personne va recevoir le petit SMS que vous avez en copie. Je suis l'assistant qui est à l'appareil. Et Paul. Bonjour Paul. Quel est le motif de votre appel? Je voudrais proposer à Armand de faire un foot ce week-end au terrain habituel. Très bien. Je transmettrai votre proposition à Armand. Souhaitez-vous que je lui communique d'autres informations? Ah oui, pendant que j'y pense, dis-lui aussi de prendre son ballon, parce que j'en ai plus moi. Parfait, j'ai bien noté. Je lui dirai de prendre son ballon. Y a-t-il autre chose? Ah non, c'est bon, merci. Au revoir. Voilà un petit exemple. Donc là, c'est par exemple un modèle GX25 Flash audio natif qui tourne derrière. La voix n'est pas encore complètement fabuleuse, hein. Ce que je vous disais en sortie, bon, les intonations ne sont pas encore parfaitement ajustées, mais on est déjà pas mal et on a des latences qui sont quand même relativement faibles. Bon. Voilà, donc on peut passer à la suite. Là, c'est un use case qui tourne chez nous, alors vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus compliqué. Ça, c'est un use case qu'on a en pilote. Dans notre cockpit, donc ça s'appelle le NOC, le Network Operating Center, qui est vraiment notre centre opérationnel qui est là pour préserver l'intégrité de notre réseau. Il gère énormément d'interventions. C'est un réseau comme celui de Bouygues Télécom, c'est des dizaines de milliers de sites avec des antennes aux quatre coins de la France, des data centers, des centres opérationnels avec des switches, des équipements réseau, etc. On a énormément d'interventions pour maintenir tout ça en état opérationnel, faire de la maintenance, de la réparation, voilà.
En fait, ce cas-là, par exemple, quand un technicien se présente sur un site, il doit demander l'accord pour débuter son intervention. Donc, il appelle le NOC en disant, voilà, je suis arrivé sur le toit de l'immeuble, machin truc. Est-ce que je peux débuter mon intervention? Cette intervention, ça va faire une coupure du réseau, etc. Il faut être prêt, il faut savoir le gérer. Et à ce moment-là, il y a le technicien du NOC va regarder il va lui demander c'est quoi ton intervention, il va regarder dans un système, machin, il va taper le numéro, il va dire oui, ok, j'ai bien cette intervention, c'est bien aujourd'hui, à telle heure, elle est déclarée, tu peux y aller. Donc là, on dit, bah, typiquement, on met une IA, on lui donne des tools qui permettent d'aller voir dans les systèmes est-ce que le numéro d'incident est déclaré dans le statut, etc. Et il peut donner l'autorisation. Et point, c'est que si on est un peu hors des clous, plutôt que de dire non, je ne peux pas débuter, là, il va y avoir un transfert accompagné vers un vrai humain qui va là être capable de gérer un cas qui est un petit peu hors des clous. Donc, ce que vous allez entendre dans cette démo, c'est le cas où l'intervention n'est pas dans un statut qui convient. Et donc là, vous allez avoir le premier appel qui va passer en attente, un deuxième appel qui va être émis, dans lequel le LM va passer le contexte, dire voilà, c'est telle personne qui appelle, machin, et il va rajouter les deux appels. Parce que je vous donne le contexte parce que quand on écoute, c'est pas forcément très intuitif. Et maintenant, on peut passer à. Et là, est-ce que tu es ultra sensible, c'est quand même l'accès au NOC, et si tu es sur des solutions on-prem et tu as toujours un plan B au cas où ça fonctionne plus pour le... En fait, le plan B, oui, c'est que le technicien, Ouais. il a un autre numéro en backup qu'il peut appeler. En effet, il y a un petit point légal derrière, c'est que en fait, le réseau d'un opérateur télécom est un asset commenciel aussi, le truc d'intérêt vital, là. Ouais. Et en fait, à partir du moment où on met de l'IA qui est sur la gestion des trucs d'intérêt vitaux, c'est compliqué d'un point de vue réglementaire. Et ce use case-là, il est limite en fait, parce qu'il est pas impliqué dans la gestion du réseau, mais il est dans la gestion des accès aux interventions qui sont proches du réseau. Donc, vous savez comment sont les juristes, c'est toujours oui, on est dedans, on n'est pas dedans, machin, etc. Donc il y a deux, trois discussions sur effectivement est-ce qu'on tombe dans le cas de mettre de l'IA dans la gestion du réseau, c'est-à-dire que c'est pas de l'IA dans la gestion du réseau. Mhm. L'assistant IA du cockpit de Bouygues Télécom. En quoi puis-je vous aider? J'appelle pour débuter une opération. Pourriez-vous me donner votre nom, prénom et société, s'il vous plaît? Oui, je suis Léa Toprak et je travaille pour Bouygues Télécom. Merci. Léa. Pourriez-vous me donner le numéro de changement en ne me donnant que les 7 derniers chiffres, s'il vous plaît? C'est le 46 02 878. 460 28 78. Est-ce correct? Oui, c'est correct. Parfait. Le type de changement est événementiel. Confirmez-vous? Oui, c'est bien cela. Je suis désolé, l'opération ne peut pas démarrer car elle n'est pas planifiée et son statut est réalisé. Oui, mais je souhaite absolument débuter cette opération. Je comprends. Je vous propose de transférer votre appel à un membre de l'équipe du cockpit. Êtes-vous d'accord? Oui, oui. Veuillez patienter. Je vous mets en attente. Je vais contacter le correspondant pour vérifier s'il est disponible. D'accord, merci. Bonjour, je suis Cybernoc, l'assistant IA du cockpit de Bouygues Télécom. Je suis en ligne avec Léa de Bouygues Télécom qui souhaite démarrer un changement événementiel numéro 46 0878. L'opération ne peut pas démarrer car elle n'est pas planifiée et son statut est réalisé. Léa souhaite absolument démarrer l'opération et a demandé à être transférée. Êtes-vous disponible pour prendre l'appel? Je vais prendre l'appel. Bonjour Léa, tu cherches à démarrer une opération qui est au statut réalisé. Je pense qu'il y a peut-être une erreur dans le numéro d'opération que tu as fourni. Est-ce que tu peux vérifier ça avec ton manager et nous rappeler ultérieurement? Oui, d'accord, je vais faire ça et je vous rappelle. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Bouygues Télécom, on est fait pour être ensemble. À la démo. On voit que bon, la version est quand même un peu fastidieuse avec beaucoup de répétitions, etc. On pourrait travailler les comptes pour aller un peu plus vite.
Et ça montre à quel point on peut avoir quelqu'un qui est le premier niveau, le standardiste, etc., qui peut de plus en plus être remplacé par une IA qui va être capable de vraiment faire un transfert, de passer du contexte, là, redonner le nom de la personne, l'entreprise, le numéro de l'intervention, pour aller plus loin. Donc là, on a eu vraiment l'appel de différents tools par IA, qui sont vraiment des tools de téléphonie, mise en attente d'un appel, création d'un autre appel du système de vérification d'état des tickets, rapoutage des appels a posteriori, etc. Donc c'est un use case relativement compliqué d'un point de vue téléphonie, mais qui peut dégager beaucoup de valeur parce que dans les entreprises, ce use case de j'appelle un niveau 1, un standardiste, etc. Et après je suis routé à différents endroits, il est très important et ça peut complètement être automatisé. Et après, deux use cases. Donc là, on est dans les cas de l'ange gardien. Donc là, on va plus être sur de l'IA conversationnelle et on va être sur des modèles on-premise. Donc, je crois que dans les deux démos, le speech to text, ça doit être du Whisper, la version qui est sur Inface. Il y en a un qui doit être fait avec un petit modèle Mistral et l'autre qui doit être fait avec un modèle Qwen. Donc, on a à peu près le même niveau de performance avec les deux. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Ça, c'est la complète théologie. Et on peut passer à la démo de l'appel. Banque Plus. Bonjour, c'est Pécheur pour vous. Nous mettons à jour les profils pour renforcer la sécurité des paiements et j'aurais besoin de vérifier certaines données avec vous. D'accord, dites-moi. Pour confirmer votre identité, est-ce que vous pouvez me donner les 16 chiffres inscrits sur votre carte, s'il vous plaît? Oui, c'est le 439. Le comportement frauduleux a été détecté, je vais couper toutes les communications. Nous, on va avoir la deuxième démo derrière. C'est le Discord d'hier soir qui t'a aidé pour ton dessin. Ah, salut. Merci encore pour ton aide. Ça rend super bien. Tu m'as dit que tu avais 14 ans, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Pourquoi? J'aimerais que tu envoies une photo sans tes parents. On pourra garder ça pour nous. Et je ne suis pas sûr. Un comportement frauduleux a été détecté, je vais couper toutes les communications. Ça vous donne deux démos où en fait on n'est pas du tout sur des détections de mots-clés, de ce genre de choses. Hein. Là, on a vraiment donné des postures ou des règles qui devaient être suivies. Et quand on détecte qu'on sort de ces règles, même si les mots utilisés, etc., sont différents, on va avoir une coupure d'appel. Voilà, la coupure qui, d'un point de vue légal, est sensible en France. Tout ça, c'est des démos, ça tourne. Il n'y a rien qui tourne à l'échelle. Mais ça vous permet de voir. Et là, on peut faire tourner ça complètement on-premise, ça marche bien. Truc qu'on n'a pas testé, mais qu'on peut tester, c'est que sur Express, il y a tout un tas de modèles qui sont sortis, qui sont des modèles spécialisés dans le respect des règles. Ils ont été entraînés spécifiquement, on leur donne des choses qui doivent être, un cadre qui doit être respecté. Et si on sort de ce cadre, ils vont le dire. On pourrait avoir éventuellement des meilleures performances grâce à ça. Voilà, donc quand on regarde comment ça marche, tout ça d'un point de vue infrastructure, donc en fait, on a Bouygues Telecom Pro, qui est une filiale qui est où, en fait, anciennement né, pour ceux qui ont connu un peu les débuts de l'Internet Pro en France. On propose un site trunk. Donc, ce site, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le protocole télécom bas niveau, c'est un peu l'HTTP des télécoms. C'est lui qui permet de router les appels, s'authentifier, etc., vérifier la véracité. Donc, pour ceux qui sont clients d'autres opérateurs, je crois que Free le fait sur une Freebox. Vous pouvez avoir le client SIP sur votre Freebox et avoir un smartphone, par exemple, qui va avoir un client SIP qui vous permet de vous connecter au numéro fixe de votre Freebox. Nous, on ne le fournit pas sur nos box, mais c'est le cas. Donc, en fait, vous pouvez vraiment avoir l'équivalent de ce qui s'appelle un softphone. Par exemple, si vous achetez le service chez Keio ou OVH le fait aussi à des prix très bas, vous achetez un numéro de téléphone, un 09, un truc comme ça, et derrière vous prenez soit un vrai softphone, c'est-à-dire un téléphone IP, soit une application softphone, vous allez vous connecter dessus et récupérer la téléphonie.
C'est grosso modo ce que fait Phone2AI, qui à travers le SIM trunk va se mettre derrière le numéro de téléphone et agir comme un vrai téléphone, mais pas un téléphone physique, un téléphone logique. Derrière, on va avoir les protocoles qui vont streamer, donc dans le cas dans le cas du temps réel, vers un modèle natif. Ce modèle, par des outils, va être capable d'interagir soit sur la ligne Phone2AI pour tout ce qui est raccroché, transféré, etc., etc., soit vers des tools tiers, vers des API de Bouygues Telecom, des API tiers, tout ce qu'on peut imaginer. Là, j'ai pas fait ce que je vous ai présenté au début, ce qui peut être après au-dessus, qui va être le superviseur, qui peut écouter l'appel et renvoyer des ordres. Et la lib, à la fin de l'appel, va mettre à disposition l'audio et le texte qui peut être processé par un autre modèle pour faire un résumé, des SMS d'historisation, des actions a posteriori, etc. Par rapport à ce que je vous disais, hein, ce qui est intéressant, c'est que si on prend le texte ici, on va trouver toutes les erreurs que je vous mentionne au début. C'est-à-dire que ce texte, assez souvent dans le cas d'un appel, il ne sera pas identique à ce qui a été dit. Il y aura des erreurs de transcription, donc des erreurs des mots qui phonétiquement sont proches, mais ne sont pas ce qui a été dit. Par contre, si vous prenez l'audio et que vous le remettez vers un modèle relativement performant comme un Gemini de Flash, par exemple, il va transcrire l'audio de manière absolument parfaite. Par contre, vous paierez un deuxième coût d'inférence derrière, qui sera le fait de renvoyer vers un modèle multimodal l'audio. Mais là, par contre, vous avez quelque chose de parfait. Vous pouvez même vérifier des choses, par exemple, faire de l'audit qualitatif derrière. Est-ce que la personne elle a bien une voix dynamique? Est-ce qu'elle a une élocution fluide? Est-ce que ce genre de choses? Est-ce qu'il y a eu des émotions négatives? Enfin, on peut poser des questions qu'on ne pourrait pas poser, qu'on pourrait pas poser sur le texte. Voilà un peu comment ça fonctionne et qu'on est arrivé au bout de la présentation. Merci. Et du coup, cette librairie Phone2AI, on peut jouer avec? Alors, on ne l'a pas open sourcé aujourd'hui. Peut-être qu'on le fera. On serait même peut-être obligé si on voulait commercialiser des choses avec, parce qu'elle est basée sur l'open source. En fait, elle est basée sur une ligne qui s'appelle PJSIP, qui a un wrapper Python qui s'appelle PJSUA 2. C'est la deuxième version. Dans les clauses de licence, c'est pas du MIT. C'est une licence qui oblige, si on veut commercialiser des choses, à repartager les éléments. Peut-être qu'un jour on l'open sourcera. Elle est très générique, hein, avec beaucoup de classes, même si c'est développé en Python. Moi, je viens plus du monde du dev, hein, donc dans l'équipe, j'ai essayé quand même de rationaliser les développements. On a beaucoup de classes abstraites, de classes génériques, etc., qui permettent d'avoir des connecteurs qui viennent se mettre dessus et donc de faire des choses avec. Donc peut-être qu'un jour, oui, on la rendra disponible. Après, c'est pas en soi très difficile à faire. Tu dois publier si tu commercialises, mais si tu l'utilises à des fins commerciales mais en interne, là, tu es obligé d'en publier aussi. Oui, si on l'utilise en interne de manière industrielle, pour le moment, tout ça, ça reste des pilotes, des choses assez prospectives. Pour le moment, on n'a pas republié la lib qu'on a fait au-dessus. Mais si vous voulez vous lancer dans ce type de développement, même sans passer par ce niveau de la web, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. C'est juste que SIP, c'est un peu une tannée en termes de protocole. C'est compliqué, il faut bien comprendre ce qu'on fait. Mais nous, on a réussi à le faire sans support particulier des équipes qui viennent dans le monde de la téléphonie de chez Intel. Donc, c'est pas insurmontable. Et je crois qu'OpenAI, maintenant, est en train directement de vendre un connecteur SIP. Leurs modèles vont nativement pouvoir se mettre derrière le téléphone. Ils vont avoir la partie téléphonie, de tout. Ce que font beaucoup d'acteurs, c'est qu'ils utilisent des wrappers comme Twilio ou des trucs similaires qui permettent d'avoir un numéro de téléphone et directement d'avoir une lib en Python ou dans d'autres langages sur lesquels on va directement récupérer les flux audio et avoir un SDK pour dire décroche, raccroche, etc. Le problème, c'est qu'on a des coûts d'appel qui sont beaucoup plus élevés parce qu'ils prennent des marges très importantes. Normalement, la téléphonie SIP, si vous prenez des acteurs très peu chers, moi, il y a une époque, ces use cases-là, je les ai en tête depuis très longtemps. On avait fait des démos il y a longtemps. J'utilisais le numéro OVH. En fait, sur OVH, pour 1 euro par mois, vous
pouvez avoir un numéro, un 09, un truc comme ça, avec un principe qui vous permet de prendre qu'un appel en parallèle, pas réalisé, mais ça vous permet de tester très rapidement. Alors que si vous prenez du Twilio, des trucs comme ça va vous coûter beaucoup plus cher. Et c'est un des aspects qui fait que quand on prend des solutions type Volubile ou autres, on arrive à des coûts à la minute qui sont relativement élevés. Vous allez arriver vers des 20-30 centimes la minute, voire parfois 1 euro la minute. Alors que si vous descendez d'un étage et que vous faites ce type d'infrastructure, même avec des modèles payants comme Gemini, et que vous prenez votre partie téléphonique directement chez un broker comme Bouygues Télécom ou marque opérationnelle, vous allez descendre sur des choses qui vont être de l'ordre de 2 à 3 centimes la minute. C'est relativement peu cher. Les modèles audio natifs ne sont pas si chers que ça en fait à l'usage. Et ici, comme nous, vous avez des contrats à l'échelle avec un Google ou un Azure ou ce genre de choses. Il y a des économies d'échelle qui sont possibles hein, pour descendre les prix. Donc en fait, dès qu'on massifie ce type de solution, évidemment pour une télé un truc comme ça, personne ne va aller développer ça parce que c'est impossible. Si vous tracez votre courbe d'investissement initial versus heure d'appel, assez rapidement les courbes se croisent en fait en fonction du nombre d'heures. Et donc le développement vraiment sur la téléphonie ou le fait de prendre peut-être de l'OpenAI qui sait directement se mettre sur la téléphonie va devenir rentable. Les solutions packagées sont chères parce qu'en fait ils payent très cher là-dessus. Je sais que des trucs comme Volubile, etc., ils ont 30% de leurs coûts internes qui sont sur des brokers de téléphonie qui sont derrière. Donc, si vous voulez faire ça, prenez votre téléphonie directement bas niveau, ne la prenez pas ouais. D'autres questions? Peut-être en ligne, je sais pas. Oui, je le redemande. Merci en tout cas, hein. C'est super intéressant. J'ai vu plein de fois tu mettais sous réserve des coûts de GPU, donc je pense qu'il y a des. Si on veut le faire en interne, il faut avoir des GPU. Après, les modèles de petite taille, les GPU sont pas si chers que ça. On n'est pas obligé d'avoir des H100 à 40 000 balles pièce. Hein. Nous, les modèles Primaris qu'on a fait, alors, je sais jamais, c'est des modèles pas très courants de cartes, parce qu'on a eu une machine prêtée par HP avec 4 GPU. C'est des choses, on est beaucoup moins cher que ça, c'est quelques milliers d'euros. Dès qu'on fait pas des modèles temps réel ou des gros LLM, c'est pas si cher que ça. Après, c'est toujours moins cher. Aujourd'hui, il y a un fantasme. Donc, gens disent oui, mais on va mettre des GPU premise parce que quand même, les modèles des hyperscalers, c'est hyper cher, etc. Non. Les modèles des hyperscalers, c'est pas cher. Aujourd'hui, il faut se souvenir, un TJ d'un ingénieur IA en France, on oscille entre 500 et 1000 euros par jour. C'est ce qui se vend hein, sur la base de marché. Si vous partez en offshore, en Afrique du Nord, en Inde, vous allez baisser un peu vos coûts, mais ça va être des centaines d'euros. Faire marcher ce type de solution à l'échelle, c'est des dizaines et des dizaines de jours d'investissement pour que ça marche. Donc, avoir des GPU, la plupart des gens qui ont voulu faire ça, et déjà, ils n'ont pas su installer les machines, les drivers CUDA, ils n'avaient pas les bons, ils n'avaient pas les bonnes versions, les machins, les trucs, etc. Avant d'avoir la machine qui marche, en fait, le nombre de milliers ou dizaines de milliers d'euros, il vous donne pas mal d'heures d'inférence de LLM. Donc, le coût du GPU on-premise, oui, c'est vrai pour certains acteurs. Si on fait vraiment des choses massives, s'il y a des notions de confidentialité, au bout d'un moment, oui, le GPU on-premise va devenir intéressant. Le fait de démarrer par des GPU on-premise, c'est la pire des bêtises à faire. Parce que les gens qui font ça, en général, ne s'en sortent pas bien. Puis la scalabilité est difficile à voir aussi, parce qu'on fait toujours des tests. Ouais, on fait un truc en parallèle, deux en parallèle, puis le jour où on en a 10, on ne voit pas comment ça scale, tout explose, là, ça ne tient plus la mémoire, on a des out of memory partout, il y a les ventilateurs qui se mettent en route de partout dans le truc, et on ne maîtrise pas. En fait, c'est un métier. C'est-à-dire, les gens qui font ce type de solution d'un point de vue logiciel ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui vont mettre en place les infrastructures qui vont permettre de faire les LLM. Même si maintenant, avec VLLM, on peut faire des choses beaucoup plus facilement que c'était le cas avant, ça reste des choses qui sont compliquées, des aventures où, sortie du prototype, c'est pas simple. Nous, on a des GPU dans les infra, il y a des modèles GDT OSS qui tournent dessus. C'est bien, mais c'est des usages qui restent extrêmement marginaux, sur lesquels on aura
vraisemblablement jamais de ROI vu le temps qu'il a fallu pour avoir tout ça qui fonctionne. Sans parler de la gestion du coût. Avec le cas classique, on a acheté des GPU, on s'est déplacé à Paris, ou dans l'autre sens, on n'en a pas acheté assez. Et du coup, les projets attendent parce qu'il n'y a pas de GPU. C'est ça. C'est ça, c'est des choses qui sont compliquées. Donc en fait, souvent, il y a un énorme fantasme en disant attention, voilà, ce type de solution va coûter très cher. Hein. Par le calcul, les tarifs sont publics. Vous verrez qu'à gérer du conversationnel avec une solution comme Gemini, c'est quelques centimes à la minute. C'est des choses qui sont très peu chères. Si vous le faites, si vous le faites. Il y a un mec au niveau des groupes call center dans ces outils-là à date. Ça va diminuer les effectifs. Mais pour l'instant, c'est pas encore. Ah, si, ça commence. Ça commence. Ah oui. Ça diminue les effectifs. Alors pour nous, c'est pas du tout interne, hein. C'est des plateformes qui sont externalisées, qui sont en offshore, etc. Mais oui, c'est clairement le sujet de derrière. Bah, merci beaucoup. Ouais, merci. Merci. Merci, ouais. Merci.